Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Récap Ovalie. Aujourd'hui, évidemment, je serai accompagné de Kenny. Salut Kenny, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Eh ben ça va très bien, on est en forme. Et Ah puis oui. aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dorian Malvezin, journaliste sur ARL FM, si je ne me trompe pas. Il a 24 ans et il est commentateur de l'UBB depuis 2 ans pour la radio locale, du coup Aquitaine Radio Live. Salut Dorian, comment tu vas? Salut les gars, ça va bien? Merci de l'invitation. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. On est très content de te recevoir. Je pense que Kenny aussi. On va parler Mm. évidemment aujourd'hui de l'UBB, mais pas que. Il y a d'autres sujets qui font l'actualité dans le rugby. Kenny, je te laisse un petit peu avancer le programme. Oui, ben on va tout d'abord, encore une fois, on va ouvrir ce récap Ovalie par le 15 de France, hein. Les Bleus qui disputent leur premier match de la tournée d'automne, ce sera ce samedi contre l'Argentine. Voilà, on va parler de tout ça. Quel compo, notamment, hein. On a cette fameuse association Jalibert-Ntamak qui est possible, on va en parler. Ensuite, on va se concentrer sur le top 14. Et puis justement, on a Dorian avec nous, donc c'est l'occasion parfaite pour parler de l'UBB qui est nouveau leader depuis ce week-end. Donc on va parler de tout ça. On va aussi parler de la contre-performance du week-end pour La Rochelle, hein, qui a été battue chez l'ancienne Lanterne Rouge Perpignan. On partira ensuite en Pro D2 avec Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, leader surprise ou pas, on en parlera en deuxième partie d'émission. Et on finit bien sûr avec le récap transfert, voilà, tout ce qu'il ne fallait pas louper sur cette dernière semaine au niveau des mouvements. Exactement, mais parfait pour ce programme. On est bien lotis ce soir. Il y a de quoi parler. Puis Mm. on va pas durer pendant des heures. On va directement passer dans le vif du sujet avec le sujet 15 de France. En plus, qui concerne un petit peu d'Orient, parce qu'on a regardé, il y a 6 Bordelais quand même dans cette liste de 42. Euh, donc du coup, le 15 de France, c'est samedi soir à 21 h au Stade de France. C'est le 15 de France qui va retrouver les terrains après la belle tournée d'été en Australie. Ça sera face à l'Argentine. Après 2 semaines, enfin un peu moins de 2 semaines, mais ça fera 2 semaines de rassemblement. Et grâce aux entraînements ouverts aux médias, on a une composition un petit peu probable qui est sortie dans la presse. Je vais vous la mettre juste après. Et l'enseignement majeur, évidemment, de cette composition, c'est l'association entre Mathieu Jalibert en numéro 10 et Romain Tamac qui va jouer du coup à l'ouverture. Est-ce que vous, de votre côté, Dorian d'abord, vous êtes impatient de voir jouer cette équipe et de voir surtout Jalibert et Tamac jouer ensemble? Ah bah, il nous tarde le retour de l'équipe de France après cette tournée d'été qu'on a un peu surexcité. On a l'impression de vivre une Coupe du Monde. Je crois que c'est la première fois que autant de personnes suivaient cette tournée d'été. On sait que l'équipe de France, on va dire B, voire C, qui a bien joué, qui a bien réussi à endormir son deuxième match. Notamment les Australiens, ça s'est accroché un petit peu. Quand on dit qu'ils manquaient les Anthony Dupont, les Romain Clam, tous ces grands joueurs, on disait qu'on aurait pu passer devant l'Australie. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit une évolution du 15 de France a repris, surtout depuis la Coupe du Monde au Japon, une évolution, ça s'améliore, ça marche bien, ça joue bien. Même là, on a l'impression que même certaines équipes cette équipe de France. Donc maintenant, il faut qu'elle gagne. Ça, c'est le principal atout. Et comment on voit qu'elle commence à être prête pour la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Mm. Non, mais elle fait envie cette équipe. Comme l'a dit Dorian, on commence vraiment à on commence vraiment à craindre l'équipe de France un peu partout dans le monde. Voilà, on a eu des sons de cloche, notamment chez les Anglais, qui observent quand même ça d'un œil à l'approche du tournoi Destination. Voilà, et c'est vrai qu'on est à mi-chemin, hein, entre la dernière Coupe du Monde, le début du mandat de Fabien Galtier, et la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2023 en France. Mais là, quand même, cette tournée, c'est le moment de frapper un grand coup. On va enfin rejouer contre la Nouvelle-Zélande. On n'a pas joué contre les All Blacks depuis la tournée d'été en 2018, si je ne me trompe pas. Donc là, ça va être vraiment un gros, gros test, et voir bah, si les Bleus et le staff, voilà, arrivent à progresser. Il y a vraiment un cahier de route qui a l'air assez dense et très, très précis au sein du 15 de France. On va voir si tout ça est respecté.
Mais c'est vrai qu'on garde quand même en mémoire une superbe tournée d'été. Il faut quand même le savoir, cette équipe était promis était promis à un enfer et puis finalement c'était pas du tout l'enfer. Ça a même été tout l'inverse par moment. Donc voilà, hâte de revoir les Bleus, hâte d'être à samedi soir 21h avec ce 15 de France. Et justement, Kenny, tout à l'heure, tu as regardé un petit peu la conférence de presse et tu as noté un petit peu les mots de Laurent Labitte sur cette association entre Ntamak et Jalibert. Tu peux nous en dire plus? Oui, oui, bah, Laurent Labitte, donc, il était en conférence de presse cet après-midi. Et bon, en tout cas, voilà, hein, cette association Ntamak Jalibert commence à être un véritable secret de Polichinelle. Laurent Labitte qui a dit que cela faisait un petit moment que le staff avait dans la tête cette association et voir ce que cela donnait. Il a aussi précisé que même si Virimi Vakatawa et Arthur Vincent étaient présents, on rappelle que les deux sont blessés et donc forfaits, il y aurait quand même eu des tests avec Jalibert en 10 et Ntamak en 12. Ces deux éléments ont des qualités et du talent à amener dans notre animation offensive, hein, à continuer Laurent Labitte. Après voilà, là on est vraiment sur des réflexions de jeu, hein. Laurent Labitte qui a parlé de stratégie aussi, pourquoi pas s'adapter en fonction de l'adversaire. À savoir que les deux joueurs pourraient même permuter dans le match. Voilà, sur les phases offensives, on mettrait même un peu plus Ntamak en 10. Et sur les phases défensives, il glisserait au centre parce que Laurent Labitte a précisé que et Romain Ntamak était un très très bon défenseur, selon ses mots. Et à côté, il y a Gaël Ficou, capitaine de la défense des Bleus. Et justement, toi, Dorian, qui connais bien du coup Mathieu Jalibert, que tu vois du coup évoluer toute la saison, qu'est-ce que tu penses de cette possible association et voilà, quelles vont être les forces et les faiblesses de ce duo? Tu en as parlé un petit peu, Kenny, la défense notamment. Donc voilà, Dorian, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, c'est vrai qu'il nous tarde de voir ces deux grands joueurs jouer ensemble. C'était la grande question. Est-ce qu'on mettait Ntamak et Jaibert? Si on partait dans l'optique que c'est en 10 et que Jaibert restait sur le banc, moi, ce qui m'aurait déplu, c'est de voir que Jaibert aurait été titulaire au poste de 10 face à la Géorgie, par exemple, et qu'il n'aurait pas joué face à des grands comme l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Peut-être que je me trompe, mais j'ai en mémoire, enfin, je ne sais pas si Mathieu Jaibert a déjà joué en tant que titulaire un gros match contre l'équipe de l'hémisphère sud, contre une Nouvelle-Zélande, contre une Argentine. Je n'ai pas souvenir qu'il ait joué contre un contre ce genre d'équipe vraiment nouvelle, vraiment autre chose que les équipes de l'hémisphère nord. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'on associe les deux, Ntamak Jalibert 10-12, comme ça, on peut voir où est réellement le niveau de Mathieu Jalibert face à des grosses écuries. Donc, bon, c'est bien entre guillemets l'Angleterre, l'Argentine, une bêtise, l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse lors du tour à destination, mais ça prépare aussi un Mathieu Jalibert pour une optique Coupe du Monde en 2023. Il faut savoir jouer contre des équipes de l'hémisphère sud. Pour l'instant, moi, Jalibert n'en a fait aucune. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Deux styles différents, bien sûr. Après, la question, c'est s'ils sont associés les deux, qui va buter aussi? Est-ce que c'est Ntamak? Est-ce que c'est Mathieu Jalibert? Si Thomas Ramos est présent, est-ce que c'est lui qui va buter là aussi? On sait qu'Ntamak, pour l'instant, depuis le début de saison, est plutôt à droit au pied. Mathieu Jalibert, hormis le match avant Perpignan, ça a été un peu compliqué au niveau du pied. Il a loupé quelques points, notamment. Donc, c'est là peut-être qu'il y a encore la différence entre Ntamak et Jalibert pour le but. Après, oui, ça, on n'attend que ça, hein, cette association Dupont, cette ligne Dupont, Jalibert, Ntamak, voilà, tout le monde a les regards sur ça. Donc ça va être compliqué ou plutôt bizarre de voir que Fabien Galtier et son stade n'associent pas ça, parce que depuis 2 semaines, on rabâche, on voit les photos, la numéro 10, l'autre a le numéro 12. S'il nous fait une feinte à l'Argentine, Jalibert sur le banc et Ntamak sur le 10, ce serait une déception pour tout le monde. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Ce serait vraiment un troll énorme. On ne sait Voilà. pas, hein. On ne sait pas, c'est peut-être pour brouiller les pistes pour l'Argentine, croyant qu'ils vont être associés. Finalement, ils ne sont pas du tout associés, finalement. Donc, mais bon, au vu des dernières infos et au vu des derniers indices qu'on peut avoir, les deux seront associés. Après, il faut voir, peut-être que ça ne marchera pas non plus, hein. Peut-être que ça ne marchera pas.
entre les deux. Peut-être que Jalibert voudra toujours faire sa petite spéciale, ce petit coup de pied par-dessus, partir tout de suite, alors qu'Ntamak aura un nouveau registre. Donc il faut voir, il faut essayer. Dans tous les cas, Fabien Galtier n'a jamais testé ce duo. Il faut le tester. Et si ça ne marche pas, bien, on reviendra comme avant, Jalibert sur le banc et Ntamak titulaire. Micro, ce sera mieux. Il y a un petit peu ce duel, pardon, entre Dulin et Jaminet. Finalement, ça serait sûrement le jeune Kylian Jaminet, Melvin, pardon, Jaminet évidemment, Melvin Jaminet qui serait titulaire à l'arrière et qui profiterait de sa très belle finalement saison l'année dernière en Pro D2 et de sa tournée d'été en Australie. Et sur la tournée, et qui est paradoxalement pas sur un début de saison où pour l'instant il ne fait pas de grande différence avec l'USAP. Mais c'est vrai que Jaminet a l'air d'avoir les faveurs de Fabien Galtier et de son staff. Hein. Brice Julien qui avait été libéré pour disputer le match du top 14 ce week-end. C'est vrai que après moi ça m'étonne un peu quand même de revoir Jaminet là, je sais pas vous, mais moi j'étais plus parti sur un Brice Dulin à l'arrière et miser sur la continuité. Voilà. Alors, là aussi c'est un gros test, c'est encore un gros test pour Jaminet. Alors juste petite parenthèse, Dorian qui disait que voilà, Jalibert n'avait pas joué contre ces équipes de l'hémisphère sud. Il faut savoir que les premiers matchs de la France contre l'hémisphère sud depuis le début du mandat de Galtier, c'était l'Australie parce que le Covid avait tout coupé et tout. Les Français ont dû se contenter avec des matchs contre les nations de l'hémisphère nord. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment les premiers tests, pas seulement pour Jalibert ou quelques autres joueurs, mais vraiment pour le 15 de France version Galtier. C'est Australie, Argentine, Nouvelle-Zélande, peu de temps. Après, est-ce que les matchs contre l'Australie, vu le contexte, on peut vraiment appeler ça que c'était vraiment un test grandeur nature? Pas sûr. Mais voilà, parenthèse fermée, mais je sais pas vous, le duel Dulin-Jaminet, moi, je voyais plus Dulin à l'arrière. Mais du coup, Dorian, qu'est-ce que tu peux penser de ça? Est-ce que tu trouves normal du coup qu'on garde cette tendance avec, Melvin Jaminet ou est-ce que tu comprends ou est-ce que tu aurais plus vu un Dulin avec son expérience jouer et débuter contre l'Argentine? Non, mais Kenny a complètement raison. Hein. Melvin Jaminet continue dans ce qu'il a surfé de cette tournée d'été. Le seul match où on va dire, il a fait la différence, c'était face à Toulon, où ils ont gagné Perpignan à Emigia, mais c'était un duel de buteurs. Donc c'est là aussi peut-être qu'on peut mettre en tant que buteur Melvin Jaminet dans ce quatuor qui pourrait tirer. Donc oui, on devrait partir sur Melvin Jaminet. Après, vous parlez de Brisbane, Melvin Jaminet. On rappelle qu'il y a un troisième. Alors je vais défendre un petit peu mon poulain, mais c'est Romain Buros de l'Union Bordeaux. On sait qu'il a beaucoup de trains de retard par rapport à ces deux-là. On sait que c'est un très bon relanceur, Romain Buros, mais qui est très mauvais, ou plutôt qui est en apprentissage sur le jeu au pied. C'est ce qui lui manque un petit peu à Romain Buros. Donc, techniquement, on devrait le retrouver à La Rochelle vendredi soir. Alors oui, est-ce qu'on met la continuité? Mais maintenant, il faut un peu casser les codes. Il faut essayer de tester un peu tout le monde. On est sur des tests matchs. Alors oui, il faut essayer de mettre un 15 de départ. Après, si l'équipe de France perd ce match, c'est un test. Donc c'est là, on est là pour savoir si ça marche, si ça marche pas, est-ce qu'on met jamais directement contre l'Argentine, si ça marche pas, peut-être qu'on mettra Dulin face à la Nouvelle-Zélande, peut-être que le vrai 15 sera face à la Nouvelle-Zélande et pas l'Argentine. Donc il faut voir un petit peu comment voudra travailler un peu Fabien Galtier pour rester dans la dynamique un petit peu du 15 de France, il fallait remettre Melvin Jaminet. Et là aussi, Melvin Jaminet, il a fait 3 matchs contre l'Australie. On va voir comment il va être cadré, géré avec tous les titulaires habituels, que ce soit les Antoine Dupont, Ntamak, Jalibert, Gaël Ficou qui n'étaient pas présents en Australie. Comment il va jouer devant la première fois devant le public français aussi, c'est pas rien. Au Stade de France, on va voir comment il va jouer et gérer un petit peu tout ça. Donc ça va être intéressant de voir si Melvin Jaminet s'est amélioré, a évolué aussi depuis la tournée l'été, parce qu'en top 14, hormis le match de Toulon qui me vient comme ça à l'esprit, je ne l'ai pas senti vraiment impacter, faire la différence en top 14 cette saison, notamment face à l'Union Bordeaux-Bègles où il n'a pas fait grand-chose, mais aussi il y avait ce jeu entre Romain Buros et Melvin Jaminet où Romain Buros a complètement
a pris le dessus sur l'arrière catalan, que ce soit au jeu au pied, que ce soit en relance. Je crois qu'il voilà, et en plus, il marque des essais. Romain Buros, c'est pas Melvin Jaminet en ce moment. Donc, dans cette rencontre, oui, le duel a été remporté par Romain Buros. Donc, peut-être que Melvin Jaminet, je ne vais pas dire que c'est sa dernière chance pour prouver les choses, mais en tout cas, ce sera un très bon test pour lui avec les cadres et les titulaires du 15 de France. Après, juste ne pas oublier, on parle de Dulé, on parle de Jaminet, on parle de Buros. Il faut parler de Ramos, qui est là aussi, qui est là aussi dans le groupe. Ça prouve quand même C'est vrai on en parle la pas, richesse il a que l'air d'être sorti de ce. Mais après, après, on le en truc, a c'est pas, qu'on va on se en a mentir. parlé. Kenny, c'est un joueur qui est ultra polyvalent. Il peut passer en 10, Mm. il peut jouer 15. euh, il a un Mais on a super coup assez de de pied. buteurs. Je pense On a, que si on était à court Galtier, de quand il a buteurs, annoncé la première liste des 42, il a annoncé qu'il réfléchissait presque d'abord au finisseur plutôt qu'au 15 de départ qu'il allait mettre sur la feuille. Et je pense que Ramos pardon, il contribue vraiment à sa réflexion de joueur finisseur. Et je pense que c'est possible qu'on le voit dans les remplaçants contre l'Argentine et même dans les autres matchs. Mais c'est vrai qu'on l'a presque oublié. On parle de Dulin, on parle de Jaminet, mais c'est vrai qu'il y a Ramos derrière qui joue évidemment dans une des équipes qui marche un peu sur l'eau depuis 2 ans, quoi. Et puis Ramos, il a fait une demi-finale contre l'UBB extraordinaire en top 14, une finale incroyable aussi contre le Stade Rochelet. Il a quand même marqué des points quand c'était match à enjeu, tout de même Thomas Ramos. Hein. ouais, c'est vrai. Donc, mais après, oui, c'est vrai que au niveau aussi du buteur, si le 15 de France avait un peu moins de buteurs, il aurait été dans la danse. Mais là, voilà, on imagine que Jaminet soit titulaire. On a Jalibert, Ntamak et Jaminet, qui sont quand même trois gros buteurs. Bon, je pense que oui, on peut laisser Thomas Ramos au moins sur le banc. Ouais, totalement. Et puis, autre surprise, je vais vous remettre la compo probable pour ceux qui l'auraient pas vu dans les médias ou qui l'auraient pas vu voilà, au début de l'émission. L'autre surprise, ça serait, entre guillemets, une surprise, c'est la sortie de Grégory Aldrit de cette équipe, qui serait plutôt voilà, une troisième ligne composée de Woki, Gelon et Cross. Alors, Aldrit, c'est un peu le même format que Gelon et, euh, et Cross, il paye peut-être justement cette ressemblance avec les deux autres joueurs qui sont vraiment en forme depuis le début de la saison avec Toulouse et Woki avec cette je dirais, polyvalence avec un plus fin, plus sauteur, plus coureur, peut-être un peu moins dans la puissance, même s'il se défend très bien à ce sujet. Voilà, et aussi, est-ce qu'il paye peut-être le mauvais début de saison de La Rochelle? C'est toutes les questions qu'on se pose. Kenny, peut-être tu as une réponse à nous amener à ce sujet, au moins ton avis en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il est assez discret. On en entend vraiment peu parler de Grégory Aldrit depuis le début de la saison. Voilà, il avait quand même prouvé en fin de saison dernière que c'était quand même encore un fer de lance de cette équipe. Ouais, moi je pense que il a un peu de mal, il a un peu de mal à l'image de son club. Et puis bon, malheureusement, il fait face à des joueurs qui marchent sur l'eau. Hein. Anthony Gelon qui se révèle, qui finalement l'acclimatation à Toulouse c'est très bien passé. François Cross qui est toujours aussi sympa en défense. Et Dorian va pouvoir vous en parler de Cameron Wauki qui a vraiment pris une autre dimension ces derniers mois. Il nous a régalé cet été en Australie. Et lui, par contre, il continue à sortir de grosses performances au fur et à mesure des week-ends avec le bébé. Et du coup, ouais, Dorian sur Cameron Wauki, plutôt que peut-être sur Aldrit, est-ce que tu trouves que voilà, sa polyvalence et son côté longiligne et fort en touche, ça a été un atout voilà, pour le voir évoluer, probablement, je répète, comme joueur aligné dans le 15 de départ samedi soir? Ah, mais Cameron Wauki, c'est un peu le style Macalou, un petit peu rapide, physique, puissant. Alors, c'est pas un joueur qui porte beaucoup de ballons, qui va impacter la défense, il est plus calé sur les ailes, hein, dès que c'est une phase offensive, qui va essayer d'amener sa puissance et sa rapidité, parce qu'il est rapide hein, quand même, Cameron Wauki. Et puis oui, c'est tout en touche, c'est vraiment un patron en touche. Hein. Alors, c'est pas le capitaine de la touche à lui en Bordeaux, hein, c'est Guido Pitti et Alexandre Rouma, pardon, mais on l'a bien vu hein, face au Castro Olympique, ils ont remporté énormément de touches
grâce à Cameron Wookie. Il est présent, il aime gratter ses ballons. C'est plus un joueur qui va porter quelque chose dans le jeu, mais dans les phases de règle, dans les phases de combat, etc., c'est pas son point fort à Cameron Wookie. C'est vraiment cette rapidité, porter le ballon, essayer d'être au contact avec les trois quarts, avec les ailiers derrière, pour essayer de marquer des essais à chaque fois quand il est dans ce secteur de jeu, dans ce genre de secteur de jeu, il marque un essai. C'est un marqueur aussi, il a marqué pas mal d'essais la saison dernière avec l'Union Bordeaux-Bègles. Donc oui, c'est un atout, un apport en plus, parce que je ne crois pas qu'il y ait un profil comme ça, un grand sauteur qui arrive à voler et à récupérer les ballons en touche. Donc ce sera important de voir un petit peu ce que va faire Cameron Wookie. On a vu qu'il avait pris un peu de dimension en Australie lors de la tournée. C'était presque même un capitaine, vu que c'était presque lui qui avait le plus de sélections lors de la tournée d'Australie l'été dernier. On a l'impression vraiment que dans la tête des gens, dans la tête de certaines personnes, qu'on a mis cette équipe C vraiment comme ça parce qu'il fallait mettre une équipe en Australie. Les résultats en parlaient. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont révélés, qui sont encore présents lors de cette tournée. C'est-à-dire que la place n'est pas acquise pour ceux qui n'étaient pas partis. Il faut se la faire, qu'il faut la gagner. Et la plupart des joueurs ont réussi à la gagner. Donc Cameron Wookie, il avait fait un très bon tournoi à destination. Maintenant, on aimerait le voir, voilà, pareil que Mathieu Jalibert face à une équipe de l'hémisphère sud pour voir de quoi il est capable, pour voir un nouveau style de jeu. Mais ce qui va être intéressant, c'est ce combat en touche. Guido Petit, Cameron Wookie, ça va être incroyable ce duel en touche. Les deux se connaissent par cœur, ils jouent tous les jours ensemble. On va voir un petit peu les combinaisons qui vont être faites. Ce sera un très bon combat à voir dans le secteur de la touche entre les deux. Exactement, et justement, tu parlais des Bordelais présents aussi dans le groupe France. Tu en as parlé un petit peu de Buros, notamment tout à l'heure. On a parlé de Jalibert, de Woki. On rappelle, ils sont 6. Il y a aussi Yoram Moefana, Maxime Lucu et Thierry Paiva. Euh, Kenny se posait la question, et je te la pose, Dorian, c'est voilà, comment tu envisages pour eux ces tests de novembre? Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir un peu de temps de jeu ou est-ce que tu penses qu'ils sont là un peu pour faire le nombre et pour servir au réservoir entre guillemets des entraînements demandés par Fabien Galtier? Pour moi, il y en a deux qui font le réservoir et qui sont là parce qu'il faut faire le nom. C'est Romain Bureau et Thierry Paiva. C'est les deux joueurs qui sont très bons à l'Union Bordeaux-Bègles. On sait que Thierry Paiva a été beaucoup impacté par ses petits pépins physiques, ses petites blessures. Il n'arrive pas vraiment à enchaîner les saisons, à faire une saison complète. C'est ce qui peut-être, euh, comment dire, et c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à progresser réellement. Alors c'est un très grand joueur, c'est un cru de la Gironde. Alors il n'est pas du club de Bègles, mais il est club d'à côté qui s'appelle Florac, qui est à côté Florac, où Jean Desmarais est notamment l'entraîneur des avants de Florac qui joue à l'Union Bordeaux-Bègles. Il arrive de là, il a montré pas mal de choses. C'est le remplaçant de Jefferson Poirot. On sait qu'il est un peu agacé, entre guillemets, d'être le numéro 2 à l'Union Bordeaux-Bègles. À chaque fois qu'il faisait ses rentrées ou qu'il était titulaire, il faisait de bons matchs ou de très grands matchs selon. Et à chaque fois, il y a cette blessure au genou qui arrive en pleine saison. Il y avait la blessure avant la période Covid face à Lyon qui l'a bien sûr éloigné des terrains pendant 6 à 7 mois. On va dire qu'heureusement qu'il y a eu la pandémie pour qu'il puisse se reposer et revenir la saison d'après. La saison d'après, pareil, il a été blessé en fin de saison, il a loupé les demi-finales, enfin les matchs très importants de l'Union Bordeaux. Pourtant, il avait fait un excellent match contre le Stade Toulousain lors de la demi en Coupe d'Europe, en Champions Cup. Il est là vraiment pour faire le nom, même si je pense qu'il a progressé. Il a appris des choses à Marc aussi. Romain Bureau, c'est pareil, qu'on a un Brésilien, un Thomas Ramos devant soi, ben, déjà on perd sa place. Il n'y a qu'une place, c'est le numéro 15. Il n'y a qu'un seul joueur qui peut être au 15. Ils sont 4 pour ce poste-là, c'est-à-dire qu'il y a un vivier important. Après, pour les autres joueurs, Maxime Lucu, lui, il est vraiment présent parce que Baptiste Serin est blessé. Il faut dire la vérité, hein, c'est un numéro 4 ou un numéro 5 dans la hiérarchie des demi-mêlées en équipe de France. Alors, s'il est resté avec le 15 de France et qu'il n'est pas vu avec Clermont, c'est parce que Fabien Galtier aime toujours avoir 3 demi-mêlées, que ce soit, là, il y avait Antoine Dupont, Baptiste Couillou et donc Maxime Lucu qui remplace vraiment Baptiste Serin qui est blessé et qui devrait revenir dans longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'intégrer Maxime Lucu au maximum. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu, notamment avec le bébé le week-end dernier. Concernant Mathieu Jalibert et Cameron Wookie, bah, c'était logique hein, qu'ils soient présents avec le 15 de France. Nous, on savait qu'ils n'allaient pas du tout revenir à l'UBB, qu'ils allaient revenir que fin novembre jouer les matchs. En tout cas, voilà, c'est deux. Alors, Mathieu Jalibert, c'est pas qu'il doit faire sa place encore, c'est qu'il doit. Je trouve qu'il n'a pas encore un rôle de leader dans ce 15 de France. J'ai l'impression. Tu penses qu'il lui manque un match référence peut-être aussi avec l'équipe de France? Un match où il se révèle vraiment aux yeux du grand public, du encore plus grand public que celui du top 14? Bah, on a vu de très bons matchs de sa part, notamment
c'était pas la tournée d'automne, mais l'Automne Nations Cup l'année dernière, notamment face à l'Angleterre, où il était associé à Antoine Dupont quand Ntamak était blessé, ou encore au tournoi Destination, quand Ntamak avait eu la blessure à la mâchoire face à Lyon Bordeaux où il s'était blessé. On a vu qu'il faisait de bons matchs, mais on sentait qu'il n'était pas un leader de jeu. Alors qu'à l'UBB, c'est un leader de jeu. Il est là pour vraiment apporter voilà, son individualiste. On dirait qu'il est un peu comment dire, caché peut-être par Antoine Dupont. Il y a vraiment les leaders, les Albrit, les Antoine Dupont qui sont présents et Gilbert qui est en dessous. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore cette patte leader, donc il faut qu'il, voilà, peut-être qu'il ait ce match référence, peut-être ce sera face à l'Argentine, peut-être face à la Nouvelle-Zélande, mais qui ne rentre pas non plus dans un système, dans un jeu, en se disant, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, et c'est là où il va faire énormément de conneries. Déjà, premier point, si c'est pas lui qui tire face à l'Argentine, qui va buter face à l'Argentine, déjà ça montre que c'est pas un leader dans le jeu du 15 de France, enfin dans le stade de Fabien Galtier. À l'inverse, Cameron Wauquiez, qui je trouve est vraiment un leader de jeu, notamment dans le secteur de la touche, qui s'est libéré dans cette tournée d'été en Australie. Et donc le sixième joueur, c'est Moefana. Moefana, pareil, qui avait fait une pige lors de l'Automne National Club. Je pensais qu'il allait revenir face à Clermont, vu le Vivi qui est au poste de 3 quarts centre. Mais quand on regarde bien, qu'on décrypte bien cette liste des 42, hormis Jérémy Vakatawa, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui ont le profil de Yoramio Fana, des profils rapides, destructeurs au poste de centre, vraiment costauds, qui arrivent à avancer un peu ballon porté. Donc je pense qu'il va peut-être mettre Yoramio Fana dans un système de jeu dans les prochains matchs qui peut peut-être apporter quelque chose que les autres centres n'ont pas. Donc voilà un petit peu ma vision de ces 6 Bordelais pour ce 15 de France. Et si je me trompe pas, en plus, Yoram Moefana, il est un petit peu polyvalent aussi. Il peut peut-être glisser à l'aile. J'ai un doute là-dessus, mais il peut peut-être apporter ça aussi. Une polyvalence qu'aime bien Fabien Galtier et son staff. Ah, il a joué deux ou trois fois à l'aide, je crois, dont son premier match quand Geoffrey Cross s'était blessé à Castres la saison dernière au genou. Ils l'ont fait rentrer au poste d'ailier. Oui, alors c'est pas son poste, bien sûr, le poste d'ailier, mais il s'est entraîné un peu pour ça. Il est polyvalent, comme Damien Penaud aussi. Hein, il est polyvalent, il peut jouer au centre aussi ou à l'aile. Ça dépendra un petit peu vraiment le système de jeu qu'il veut mettre en place et vraiment aussi le caractère de l'équipe. On sait que, par exemple, un Damien Penaud, il ne sera pas au centre face à l'Argentine ni la Nouvelle-Zélande parce que les centres d'en face, c'est très costaud, c'est très rude, ça impacte vraiment au combat. Donc on va peut-être mettre un Yoram Moefana dans ce genre de situation. Face à la Géorgie, où on va peut-être trouver plus d'espace dans la défense géorgienne, on va peut-être mettre des joueurs plus rapides, c'est-à-dire le premier centre qui est Antama qui va être rapide, derrière Penaud qui peut suivre, plus Lély. Il y a vraiment trois possibilités derrière de marquer des essais. Donc je pense que l'équipe de France va vraiment s'adapter à l'adversaire qu'il aura en face. Et c'est ça qui est énorme dans cette équipe, c'est qu'il y a tel vivier de joueurs qui manquaient à une époque dans certains postes, ils sont 4, 5, voire 6 même qui peuvent postuler à chaque poste. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, ils ont presque le même niveau. Et on voit qu'en top 14, c'est vraiment des leaders dans leur club. Mais le truc, c'est que moi, je verrais bien un Moefana dans un rôle de finisseur. D'ailleurs, il est en balance, hein. Il pourrait se retrouver sur le banc samedi soir contre l'Argentine. Je trouve que ce serait pas volé parce que c'est quand même un joueur assez explosif. Moi, je le verrais bien dans ce rôle de finisseur. Il y aura Moefana. Voilà, cet impact player derrière qui pourrait redonner un second souffle à la ligne de trois quarts, à la ligne de trois quarts bordelaise. Du 15 de France, pardon. Oui, c'est possible, c'est possible. Bah, en tout cas, on verra ça dans les jours à venir. Jeudi, la composition du 15 de France pour ce premier match contre l'Argentine. Je rappelle, c'est samedi soir à 21h sur France Télévisions, logiquement. Mm. Voilà, on va passer au deuxième sujet, un sujet que connaît encore mieux Dorian. Il connaît ça encore mieux que le 15 de France, c'est évidemment l'UBB. L'UBB qui a trouvé, j'allais dire qui a retrouvé, mais qui a trouvé les sommets cette saison pour la première fois en doublant le Stade Toulousain en tête du championnat. Kenny, je te laisse nous présenter ce sujet. Ouais, exactement. Les Bordelais, attendaient le faux pas hein, du leader toulousain avec la défaite du stade au Racing 27-18, c'était dimanche soir. Voici l'UBB, nouveau leader du top 14. Bon, malgré quelques absences, les Bordelais ont régalé leur public hein, ce week-end en s'imposant avec le bonus offensif contre un Clermont assez dépassé qui n'a pas pu faire grand-chose. Hein. Score final 25-9.
Donc une différence qui s'est faite en deuxième mi-temps, hein, parce que les Clermontois menaient quand même 6-5 à la pause. Des Bordelais voilà, qui se sont appuyés de joueurs comme Yann Lesbourg, hein, qui encore était très précieux. Mais on s'est rendu compte dans ce match que c'est un joueur d'expérience qui a changé la donne, François Trinduc. Rentré à la place de Rémi Lamera à la pause pour épauler Ulupano Seteni qui était en difficulté au pied. François Trinduc a régalé vraiment dans le jeu et aussi dans le jeu au pied. Il semble petit à petit retrouver le niveau qui était le sien avant son départ du Racing. On sait que ça a été assez difficile pour François Trinduc au Racing avec de nombreuses blessures, notamment ce fameux avant-bras qui lui a fait souvent défaut. Après une défaite inaugurale, on le rappelle, les Bordelais qui avaient perdu lors de la première journée à Biarritz dans un match sans, on a l'impression de voir un UBB complètement différent, en pleine confiance. Prochain match sera cependant assez difficile. Un déplacement périlleux à La Rochelle, vendredi à 21h. Mais en tout cas, Bordeaux, Bordeaux retrouve des couleurs après un premier match. C'est vrai qu'il n'augurait pas de grandes choses, Dorian. Oui, ouais, c'est vrai que ce match face à Biarritz, c'était un peu dans la continuité du deuxième match de préparation pour la section paloise, où contre Pau, où à Meaux, ils avaient eu quelques difficultés, mais ils ont réussi à gagner ce match de préparation. Après, on s'est dit attention à Biarritz, hein, ne pas tomber dans le piège d'un promu. Biarritz, c'était vraiment dans l'euphorie de leur saison incroyable en Pro D2. Ils ont réussi à gagner ce match haut la main. L'UBB n'a rien fait, il faut le dire clairement, n'a rien fait. Alors, est-ce que c'est un mal pour un bien quand on voit un peu la suite de l'aventure unioniste? Après, voilà, c'est une saison plutôt correcte, plutôt bonne du côté de l'Union Bordeaux. On parle beaucoup de ce match référence, de ce match plein qu'on attend du côté de l'UBB. Mais comme on avait reçu dans notre émission sur ARL Clément Benadi, le talonneur, on lui a posé la question, c'est quoi un match plein? C'est quoi la définition réellement d'un match plein? Mais un match plein, c'est quand on est dans un temps fort, c'est savoir marquer. Quand on est dans un temps faible, c'est savoir gérer les attaques contre son équipe. Et c'est ce qu'ils ont réellement fait face à Pau et face à Clermont le week-end dernier. L'UBB ne s'est pas volé leur première place, il faut être clairement. Et ce qui est intéressant dans cette équipe de l'UBB, c'est que j'ai l'impression qu'elle avance, mais vraiment dans le brouillard. C'est-à-dire, on ne les voit pas, on n'en parle pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il y a Christophe Furios à la tête. En fait, on parle plus de Jaliter et Urios que de l'UBB. Donc, elle avance tranquillement, elle gagne ses matchs, elle ne fait pas de bruit non plus. C'est l'impression que j'ai un petit peu. Elle est dans la continuité de la saison dernière, ou plutôt dans la continuité depuis que Christophe Furios est arrivé. On avance tranquillement. Des joueurs qui sont en deuxième ou troisième niveau, les Lesgourg, Tony, Trinduc, font leur match, arrivent à marquer des essais. Et au fur et à mesure, elle arrive à grappiller des points, à avancer. Elle a quand même énormément de points d'avance sur le septième du classement, énormément de points d'avance sur le troisième du classement. Donc, ce qui est important, c'est d'être toujours dans les six au mois de mai et pas au mois de novembre. Donc l'UBB, c'est plutôt un très bon début de saison qu'elle effectue avec ses joueurs. Comme on le disait en off, certains joueurs ont vachement évolué. Les Romain Buros, les Maxime Lamotte, les Thierry Payet, même s'il n'est pas épargné par ses blessures. Il y a le jeune Pablo Dibchev qui est arrivé de Soyons-Angoulême cette saison. Les deux joueurs, Bastien Verne de Colomiers et Albin Roussel de Perpignan, ils se sont réellement acclimatés au niveau du top 14. On a retrouvé des joueurs comme Mamadou Diaby qui est revenu. Alors, le petit souci, c'était au poste d'ailier où Geoffrey Cross n'est pas encore revenu, mais qui devrait peut-être jouer face à La Rochelle. En tout cas, il serait dans le groupe pour le déplacement de l'UBB à La Rochelle. Donc ça, c'est une bonne chose. Geoffrey Cross qui s'il ne s'était pas blessé face au Castrophique, s'il n'avait pas eu cette grosse blessure, je vous garantis qu'il serait avec le 15 de France aujourd'hui pour la tournée d'automne, vu que c'est un excellent ailier, ce jeune joueur de l'Union Bordeaux. Donc voilà, elle avance tranquillement, cette équipe bébé, elle continue de travailler, elle évolue, elle progresse bien, elle devient mature. Maintenant, il faut qu'elle prouve que dans cette longue série qui attend l'UBB face à des concurrents directs, elle arrive à gagner. Mais si elle perd face à La Rochelle, ce ne sera pas urgent, ce ne sera pas alarmant, il ne faudra pas mettre le warning, les flashs, enfin tout ce que vous voulez. Ce sera peut-être même normal qu'elle perde face à La Rochelle au vu de l'effectif que Christophe Furios va envoyer du groupe des 23. Mais ça voudra dire aussi que l'UBB peut-être n'arrive pas à enchaîner face à des gros. Donc ça va être intéressant de suivre cette rencontre
face à La Rochelle, les joueurs voudront émerger, voudront prouver qu'ils ont leur place. Et je pense qu'après cette tournée d'automne, les cartes vont être réabattues dans certains postes, notamment au poste de demi-mêlée, même si Max Lucu et Yann Dubourg, c'est deux joueurs complètement différents. Mais ça va être intéressant cette rencontre face à La Rochelle. Parfait pour cette analyse. En tout cas, c'est une analyse qui a été appréciée dans le chat par Vedraïk, voilà, qui a mis belle analyse d'Orient. J'aurais pas dit mieux. Sûrement un supporter bordelais. Bienvenue à toi, en tout cas, dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, voilà, d'Orient à nous sur les sujets qu'on aborde ce soir. Là, on est sur l'UBB. L'UBB qui a enregistré aussi des satisfactions avec la prolongation de Mathieu Jalibert, voilà, qui a beaucoup fait parler aussi depuis le début de la saison. Et c'est une bonne chose de fait. Ils peuvent avancer un petit peu tranquillement sur ce sujet, même si du côté de Christophe Furios, il y a encore aussi ce petit, entre guillemets, j'allais dire souci, mais en tout cas cet élément contractuel à régler, même s'il a annoncé sur le Canal Rugby Club ce week-end que avant la fin de l'année civile, voilà, ça serait réglé parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas jouer avec ça. Alors, il faut préciser qu'il y aurait encore une année de contrat. Donc, il y a cette saison, plus une autre saison à Christophe Furios. Là, il est qu'à sa troisième saison à la tête de l'Union Bordeaux. Il a signé pour 4 ans. Alors oui, la prolongation de contrat de Mathieu Jalibert, ça c'est une excellente chose parce que ça veut dire plusieurs choses. Hein. Ça veut dire qu'on veut garder les joueurs du cru parce que lui, il est vraiment de la formation Béglès, de la formation du CABBG. C'est pas un joueur comme Thierry Paiva qui arrive d'une ville à côté de Bordeaux, donc il est vraiment du cru. C'est une très bonne chose. Ça prouve aussi que Mathieu Jalibert n'est pas là pour l'ego, n'est pas là entre guillemets pour l'argent, pour évoluer, parce qu'on parlait beaucoup, oui, il va peut-être aller au Racing parce qu'il sera mieux payé, il sera mieux vu, etc. etc. C'est-à-dire qu'il a vraiment un amour propre pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles et peut-être aussi que Mathieu Jalibert veut remporter un trophée avec son club formateur, avec son club qui est l'Union Bordeaux-Bègles. Et aussi une troisième chose, c'est-à-dire que Laurent Marty veut vraiment installer, donc le président de l'UBB, Laurent Marty, veut vraiment installer son club au haut niveau, dans le top 6. Et voilà, ils ont fait le top 6 la saison dernière, mais ils ne veulent pas que ce soit un one-shot, ils veulent que ce soit chaque saison, à chaque moment, à chaque fois qu'on ne se pose plus la question de, comme à l'époque, l'UBB c'est 6 ou 7 ou 8, elle n'arrive pas à passer. Voilà, maintenant Laurent Marty a mis les pieds 7 sur la table. Maintenant, oui, il y a cette question de Christophe Furios, s'il va re-signer. Alors peut-être que la prolongation de contrat de Jalibert, ça peut balancer, ça balance. Il dit que non, mais c'est clairement oui que ça balance. Hein. Ça balance un peu sur son choix. Parce que si Mathieu Jalibert était parti, parce qu'on parle aussi peut-être d'un départ de Cameron Rookie qui est en fin de contrat jusqu'en 2022, d'Alexandre Roumat qui devrait partir au Racing 92, c'est quand même des grands joueurs, des bons joueurs au l'UBB. Si tous les bons joueurs quittent l'UBB pour aller plus haut, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Christophe Furios avec les joueurs qui lui restent? Pas grand-chose. Donc il ne peut pas réellement travailler et il pourrait partir. Donc ça, c'est une bonne chose que Jalibert puisse re-signer. Et après, question vestiaire à l'intérieur du groupe, une certitude qu'on peut vous dire, c'est que Jalibert n'a pas été impacté par toutes ces rumeurs qu'on disait à droite à gauche. C'est un garçon très intelligent, il arrivait vraiment à faire abstraction. Alors bien sûr, ses coéquipiers étaient là pour le charrier, pour l'embêter un petit peu sur les rumeurs qu'on pouvait lui dire, mais en même temps, ça montre aussi que voilà, mon choix c'est du bébé, il a vite dit vraiment la prolongation. Ça s'est fait en un mois, depuis que les rumeurs sont sorties, en un mois, tout s'est calé, tout s'est vraiment signé, voilà, tout s'est bien dégoupillé du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Et voilà, ça veut dire tout ça, quoi. Ça veut vraiment dire que l'UBB veut s'installer comme un grand du top 14 et ne plus perdre ses joueurs, reconstruire, repartir à zéro. Là, on est dans une continuité de 3 saisons et c'est top pour ce club. Kenny, peut-être. Ouais, moi alors j'avais une question qui est assez. C'est en fait, tu t'as dit Dorian que voilà, on pouvait parler peut-être de Jalibert au Racing pour peut-être plus se faire voir et tout, que Bordeaux avance un peu dans l'ombre. J'ai une question. Est-ce que est-ce qu'on donne assez de considération à Bordeaux? Est-ce qu'on a du mal à s'imaginer que Bordeaux-Bègles est vraiment un prétendant au titre? Bah, je pense que au vu des regards alors pas des supporters du bébé bien sûr, mais des supporters verts ou des de consultants, etc., on a toujours cette image, je pense, que l'UBB est toujours l'équipe qui n'a pas de chance, qui a pas de chance, qui n'arrive pas, on pense bien sûr à cette pénalité de boxing qui loupe, qui prive l'UBB d'un top 6, cette pas de chance où ils sont en tête avec 15 points d'avance, on dit que tous les feux sont ouverts, une pandémie arrive et qui casse un petit peu tout ça l'UBB, c'est vraiment l'équipe pas de chance, cette équipe de l'UBB.
Après, c'est un ressenti personnel, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression, oui, que depuis 3 ans, elle avance tranquillement, quoi. Quand on parlait des demi-finales de la saison dernière, j'avais plus l'impression qu'on parlait beaucoup, bien sûr, du Stade Toulousain, de La Rochelle, parce qu'il y a eu une histoire entre Toulouse et La Rochelle, cette finale de Coupe d'Europe, et du Racing 92 avec son armada derrière, les Vakatawa, les Gaël Ficou, Teddy Thomas, les Phil Russell, devant aussi une grosse écurie. Et le bébé, c'était un petit peu, peut-être un peu con ce que je vais dire, mais un petit peu le petit poussé de ces quatre-là lors de la demi-finale à Lille. Pareil, quand on voyait la conférence des quatre présidents, c'est une tradition un petit peu avant les demi-finales. On voyait beaucoup Vincent Merlin, président de La Rochelle, Didier Lacroix, Jacques Lorenzetti, mais Laurent Marty, voilà, il se cachait un peu, il se montrait pas trop, il parlait pas trop. Donc j'ai l'impression que voilà, cette équipe de UBB avance un peu dans l'ombre, à part bien sûr on parle beaucoup, on parle, je trouve plus de Mathieu Ribert et de Christophe Furos que vraiment de l'Union Bordeaux, de tous ces joueurs qui ont vachement évolué. Je parlais des jeunes tout à l'heure, Maxime Lamotte, Romain Bureau et compagnie, mais c'est pour dire, mais les Jean-Baptiste Dubier, où ça fait des années qu'ils sont là, les Nance Duquin, les André Marais, les Ken Douglas qui a fait quand même la finale avec l'Australie de la Coupe du Monde en 2015 avec la Nouvelle-Zélande, tous ces joueurs où ça fait des années qu'ils sont présents au sein de l'effectif bordelais, qui eux aussi évoluent et qui sont de plus en plus forts. Donc, est-ce que c'est peut-être un atout aussi d'avancer comme ça tranquillement dans l'ombre un petit peu de Toulouse, de La Rochelle, du Racing 92? On a l'impression qu'ils essaient de se battre un peu tous les trois et le bébé, hop, esquive un peu tout ça et aller en tête du classement aujourd'hui. Bah, parfait. Tu parlais justement d'une équipe que lors des demi-finales on attendait plus, on parlait un petit peu plus. C'était La Rochelle avec l'histoire contre Toulouse, évidemment. L'année dernière, les deux finales perdues. Cette année, on va passer à ce sujet du coup sur La Rochelle qui est un peu en difficulté depuis le début. Euh, Ils sont actuellement septième au classement. C'est les Maritimes ont peut-être signé la contre-performance du week-end avec la défaite à Perpignan 22 à 13. Ils étaient sans solution avec là aussi une composition d'équipe pourtant très compétitive. Les Rochelais ont pris une leçon d'envie ce week-end par les Catalans, galvanisés par leur public. À noter dans ce match évidemment le triplé de l'ancien castré Afusipa Tomo Epo. Euh, Après une période de 3 victoires consécutives, là ils retombent un peu dans leur travers et peinent à trouver la bonne carburation depuis le début du championnat. Euh, Est-ce que, je vais te lancer à toi, Kenny, est-ce que tu es un peu inquiet du début du saison de La Rochelle et est-ce que tu t'attendais à mieux? Alors que dans le chat juste avant, on nous dit petit problème de connexion avec Dorian, ça s'accède. Ouais, le son est un peu fort peut-être, mais c'est assez compliqué avec une tablette, mais il n'y a pas de souci. Normalement, je pense que vous le comprenez quand même très bien. Est-ce que je suis inquiet pour La Rochelle? Il faut savoir que contrairement à Bordeaux-Bègles, par exemple, les Rochelais, c'était pas évident quand même le début de saison. Ils ont déjà joué contre le Racing, contre Toulouse, contre Clermont, oui, Clairement, ouais. aussi. Donc voilà, c'était pas évident, mais par contre, ouais, on retrouve plus cette même fluidité dans le jeu, on retrouve plus cette même puissance qui se dégageait. Et là, c'est vrai que le match ce week-end-là, ils ont pas trouvé la solution. D'abord, en première mi-temps, ils ont vraiment buté, buté, buté sur la défense perpignanaise. Et au final, juste avant la mi-temps, donc clairement, hein, on le sait, c'est le pire des moments pour reprendre des points. Et ils prennent un essai. Mais donc ouais, est-ce que ça m'inquiète? Ouais, je suis un peu inquiet. Moi, je trouve que le départ de Jono Gibbs, on en parle peu, mais je pense que le départ de Jono Gibbs de La Rochelle a fait mal dans le jeu que proposait La Rochelle. Alors, de là à dire que Ronan O'Gara passe un peu à côté, bon, peut-être pas, mais oui, c'est clair qu'en tout cas, Damien, d'ailleurs, on en avait parlé lors des previews top 14 qu'on avait fait. L'année de la confirmation, elle est toujours très difficile. Et là, on en a la preuve avec La Rochelle. La Rochelle, pourtant, n'avait rien gagné l'année dernière, hein. Mais déjà, ce qu'avaient fait les Rochelais la saison passée en faisant 2 finales top 14 et Coupe d'Europe, c'était énorme. Et ouais, là, c'est compliqué. Euh, on peut être inquiet du début de saison de La Rochelle, mais on peut quand même se dire qu'à un moment donné, les Rochelais vont relever la tête. Désolé Dorian, est-ce que ça peut être pour ce week-end contre Bordeaux-Bègles?
Ça peut être une éventualité. On aura encore un public qui sera chaud, guichet fermé. Ce sera très dur. Bah, si tu veux, euh, La Rochelle, alors pas dans le jeu, hein, je parle pas de terrain, mais de résultats. Elle me fait penser un peu à l'équipe de Lyon. Lyon qui a fait 2 demi-finales de suite, qui a perdu face à Clermont, qui avait fait une très grosse saison avant la pandémie de Covid, où c'était le mano à mano entre Bordeaux et Lyon. Le Covid est arrivé et c'est un peu coupé la progression de Lyon. Où la saison dernière, ça a été un peu compliqué. Ils n'étaient pas dans le top 6. Ça faisait un petit moment que Lyon n'était pas dans le top 6. Et là, cette saison, hormis la victoire face à Toulouse, qu'on retient un petit peu de la saison de Lyon, elle n'a pas réellement fait grand-chose, cette équipe du loup rugby. Donc, elle fait penser un peu pareil, La Rochelle, qui enchaîne les très bonnes saisons, les très bons résultats. Elle a fait 2 finales, une en top 14 et une en Coupe d'Europe. Et derrière, ben, elle est mal repartie. Alors, on parle beaucoup de est-ce que La Rochelle est toujours dans l'optique, toujours déçue de la défaite en finale, etc. Je pense que non. Il y a bien sûr eu cette cassure après le départ de John Gibbs, ça c'est sûr et certain. Il faut être clair, hein. Il y a eu des joueurs qui étaient proches de John Gibbs, d'autres proches de Ronan O'Gara. Dès que John Gibbs est parti, eh ben, on n'a peut-être plus les mêmes repères comme avant. Après, d'un autre côté, je me dis que quand on s'appelle La Rochelle, qu'on veut gagner des titres, qu'on veut concurrencer le Stade Toulousain, le Racing 92, qu'on veut être en finale chaque saison, qu'on veut gagner, etc., qu'on veut faire partie vraiment des 3 meilleures équipes d'Europe, elle m'a déçu un petit peu dans ce début de saison. On dit beaucoup, oui, mais le calendrier n'a pas fait que La Rochelle gagne des matchs. Et c'est au contraire là où on veut voir La Rochelle gagner des matchs. Prouver aussi que c'est une grosse équipe. Manger tout le monde. Elle a pas réussi contre Toulouse, elle a eu du mal contre Clermont, elle a pas réussi contre le Racing 92. Donc pour moi, c'est un échec dans la progression de cette équipe du Stade Rochelet. Après, concernant le match de vendredi, c'est clair que oui, La Rochelle voudrait être revancharde. Elle était sur une bonne dynamique. Elle perd face à Perpignan et pourtant elle était partie en stage tout le long de la semaine en Catalogne. D'après nos confrères Rochelais, ils étaient plus en colonie de vacances que vraiment préparer cette rencontre face à Perpignan. Donc c'est une grande déception de perdre. Mais bon, on parle d'une grande déception, mais le bébé a perdu face à un promu qui est derrière olympique aussi. Et on regarde la suite, ça marche plutôt bien. Après, oui, vendredi, devant son public, pour eux, c'est un derby, mais pour tous les autres, ce n'est pas un derby. Ça va être vraiment important pour les Rochers s'ils veulent vraiment recoller au wagon du top 14, du haut du top 14, de faire un résultat. Elle sera impactée par les joueurs, mais l'UBB sera aussi impacté par les absences de certains joueurs. Et puis quand on écoute le discours de Christophe Furios du côté du l'UBB, le plus important c'était Perpignan et Clermont, et c'est pas La Rochelle le match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'UBB perd face au Rochelet, ce ne sera pas la France, ce ne sera pas les sirènes d'alarme et compagnie. Mais les Rochelais doivent peut-être impérativement gagner, parce que par contre, s'ils perdent à La Rochelle, où depuis 2014 l'UBB n'a pas gagné, où on se rappelle que l'UBB avait pris une fessée 80 points il y a 3 saisons de cela, que la saison dernière elle a perdu largement et pourtant elle s'était bien préparée. Si vraiment La Rochelle n'arrive pas à gagner l'UBB qui sera vachement amoindri, c'est que là il y a vraiment un problème dans le système de jeu de Ronan Gara et il faudra commencer à se poser réellement les questions. Oui, et puis on a vu Ronan O'Gara assez énervé en conférence de presse aussi après bah, la piètre prestation de son équipe. Je vous mets la citation à l'écran. C'est justement, Kenny t'en parlait. Est-ce que tu penses que c'est un peu, peut-être, même s'il était dans le staff l'année dernière, peut-être une saison un peu de transition pour eux, où voilà, va falloir reprendre les marques avec un nouveau manager qui a peut-être pas tout à fait les mêmes idées que nos Jono Gibbs, même s'il prend un peu de la continuité. Est-ce que voilà, tu penses que ça peut être ça, ou est-ce que c'est peut-être une fin de cycle? Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que tu penses que c'est juste une mauvaise passe et que ça va se reprendre et que ça va finalement très bien continuer, quoi? Bah, je suis pas sûr que ce soit une fin de cycle parce qu'on a quand même un effectif qui est resté à l'équilibre. On avait vu qu'il y avait quand même de bonnes arrivées avec des joueurs comme Jonathan Danty, comme Enrico Bouliroy. Voilà, devant, c'est toujours devant. Le pack a très peu bougé. On a les arrivées de joueurs puissants comme Rémi Piquet. Donc en fait, c'était plus le recrutement était même plus forgé pour rester dans la continuité et même progresser encore plus par rapport à l'année dernière que plutôt voilà bon, on a perdu quelques joueurs et puis on va laisser passer cette saison et on va essayer de rester dans l'ombre et tapis, on ne sait jamais.
une place dans le top 6. Non, c'était pas ça. Les ambitions, elles sont pas, c'est pas une fin du cycle ou voilà, ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une mauvaise passe. Après, le, je pense que le principe de jeu voulu par Ronan O'Gara n'est pas forcément différent de celui qui a été voulu par Jono Gibbs. Les deux travaillaient ensemble. Mais c'est surtout que l'équipe a le même profil. Donc voilà, quand vous affrontez La Rochelle, vous savez que vous allez être servi dans le combat dans le combat d'avant. Euh, donc, euh, donc voilà, non, je pense que c'est vraiment une mauvaise passe. Mais oui, comme disait Dorian, c'est vrai que tous ces matchs-là, euh, je pense que le premier match, la première journée, la défaite contre Toulouse, elle a fait très mal. Parce que vous vous dites, bon, eux, ils nous ont tapé 4 fois la saison dernière. Ce qui est d'ailleurs le cas de Bordeaux aussi. Hein. Les deux équipes ont perdu 4 fois contre le Stade Toulousain. Et là, ils se disaient, bon, cette fois-ci, ils viennent chez nous, première journée, on les mange. Et finalement, ben, ça ne s'est pas passé comme il le fallait. Et puis, ben, depuis, c'est pas super, quoi. C'est pas flamboyant. À domicile, ça reste quand même un minimum solide, mais à l'extérieur, c'est des défaites à Perpignan, c'est des défaites au Racing, c'est des défaites à Clermont. Ouais, ça arrive pas à gagner. Et comme disait Dorian, si vous voulez progresser, il faut gagner ces gros matchs-là. Il fallait gagner ces matchs de début de saison. Les Rochelais n'ont pas fait. Voilà, on va passer rapidement au sujet de Mont-de-Marsan, mais d'abord, voilà, j'en profite pour tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à suivre la chaîne, voilà, et vous abonner aussi sur les réseaux sociaux pour me suivre, parce que voilà, on fait des petits contenus comme ça, donc voilà, ça nous donnera de la force, évidemment. Mont-de-Marsan, du coup, Kenny, bah, clairement, tu voulais dire bah, de l'ombre à la lumière pour eux. Ah oui, oui, franchement, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour les Montois. 10e, 11 victoires, 15 défaites. C'était le classement du Stade Montois la saison dernière. Mais alors cette saison, elle semble tellement loin par rapport aux résultats des Landais que l'on voit depuis la reprise. Séduisant dans le jeu, conquérant devant, un effectif équilibré et stable. Les hommes de Patrick Minier ben, sont en tête du classement de Pro D2 après 9 journées. Ils sont à égalité de points avec l'Aviron bayonnais, 34 points chacun. Dernier match en date, c'était jeudi soir pour le Stade Montois et ce match a encore confirmé la bonne forme des Landais. Une victoire 41-20 contre Nevers. Et franchement, au stade Guy-André Boniface, c'est simple. Mont-de-Marsan fait dans la perfection 25 points pris sur 25 possibles. 5 succès, 5 succès bonifiés. Voilà, où est-ce qu'on peut trouver les raisons de ce gros début de saison? L'un des fers de lance de cette équipe, on peut penser à Léo Colli. Franchement, le demi-mêlée de 22 ans, ancien international des U20, a inscrit 7 essais en 7 matchs depuis le début de la saison. Il avait marqué un doublé justement contre Nevers et un triplé contre Bourg-en-Bresse notamment. Donc voilà, je parlais de cette équipe assez équilibrée. On a une jeune garde avec des joueurs comme Alexandre Denardi, comme Léo Banos, comme Waime Naitouvi, qui fait partie de cette lignée de Fidjiens que le Stade Montois arrive à sortir et à faire exploser. Une jeunesse entourée de joueurs d'expérience comme Wakaya, comme Carlos Muzio, comme le russe Ostrikov qui est venu renforcer l'effectif pour amener de l'expérience. Ensuite, on a les cadres de cette équipe. On a le capitaine Vavrin, on a l'expérimenté et fidèle au poste Nicolas Garot. Voilà, tout simplement, on se demande où peut s'arrêter Mont-de-Marsan, qui est pourtant un club historiquement habitué au haut de tableau de Pro D2. Mais c'est vrai que ouais, c'est le jour et la lumière pour les Montois. Donc voilà, Dorian, si tu as un œil, si tu as suivi un peu le début de saison de Mont-de-Marsan, on n'est pas très très loin. On est quoi, 1 heure et demie de route? Oui, oui, oui. En plus, bon, il y a ce gros match face à Bayonne ce vendredi soir, hein, quand même, qui va être très, très important. Alors, oui, c'est à côté de Bordeaux, Mont-de-Marsan. Alors, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que
sur la radio avec qui je travaille, on diffuse des matchs de Agen. Donc, il y a eu le fameux Mont-de-Marsan et SUA Agen qu'on a dû suivre et un peu regarder pour avoir un peu ce qu'allait faire le SUA. Donc, voilà, vraiment, en match référence, j'ai que celui-là en tête. Mais c'est pas vraiment un match référence, vu que Agen s'est fait un peu rouler dessus et balader face à cette équipe de Mont-de-Marsan. Mais si on regarde les stats que tu viens de donner, la saison dernière était très compliquée. On sait qu'elle a été très, très impactée par la Covid. Hein. Il y a eu un moment, je crois, au classement, elle a eu 3 ou 4 matchs de retard sur ses concurrents, sur certains concurrents. Donc, ils se sont bien relevés. Il fallait repartir de l'avant. Donc, ça a peut-être cassé la dynamique de cette équipe de Mont-de-Marsan. Et cette saison, elle est incroyable. Maintenant, c'est un peu comme les Rochers. Il faut voir ce qu'elle va donner face à des gros de Pro D2, en l'occurrence Bayonne. Ça va être un match intéressant. Le match est à domicile ou à l'extérieur pour les Montois? C'est C'est justement ce que j'allais vérifier. c'est à Alors, l'extérieur, c'est à Bayonne parce que C'est à Bayonne, Bayonne. exactement. justement, Ouais, pratique c'est exactement à Bayonne. C'est à Bayonne, à Jean Bouger, on connaît le public à bayonnais, hein, très ferveur, très puriste, qui connaît très bien le rugby. Bayonne qui, l'objectif est très clair, c'est de vite remonter en top 14 et pas de rester en Pro D2. Elle le prouve aujourd'hui, elle est en tête, 34 points, que ce soit Bayonne ou le Stade Montois, ou Mont-de-Marsan. C'est un match basque-hollandais aussi. Hein. Basque-hollandais, les Landes contre le Pays Basque, c'est aussi à côté, entre les deux villes. Donc ça va être vraiment une grande fête, je pense, demain du côté de Jean Daugé. Mais c'est super de voir cette équipe de Mont-de-Marsan. C'est super de voir ce département des Landes qui retrousse un peu les manches. On se rappelle qu'il y a des années, il y avait quand même deux équipes landaises, Mont-de-Marsan et Dax, qui étaient en top 14, avant que Dax sombre et que Mont-de-Marsan soit en Pro D2. Donc ça fait plaisir de voir une terre de rugby comme les Landes repartent un peu de l'avant comme cette équipe de Mont-de-Marsan. Et puis tous les noms que tu as cités, c'est des super joueurs. Il y a un joueur de l'UBB qui est prêté, c'est Simon Desodiès. Lui aussi un pur Girondin qui a été formé à l'US Salle, qui est à côté de Bordeaux, qui est revenu à l'UBB la saison dernière pour combler les trous au poste de demi d'ouverture et qui fait des très bons matchs à l'arrière ou au poste de 10 avec Mont-de-Marsan. Donc ça fait plaisir de voir vraiment cette équipe montoise aller vraiment d'être au haut niveau et de faire performer tout le long des week-ends. Après, voilà, il faut voir un peu comme, je ne sais pas comparer Marsan ou Biarritz Olympique, mais est-ce que ça va durer est-ce que ça va durer toute une saison, l'euphorie de Mont-Marsan? Est-ce que quand ils auront de la casse sur certains joueurs, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la baraque aussi? En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, ça le fait. Kenny, peut-être encore d'autres commentaires sur cette équipe, peut-être qui est assez surprenante. Tu as dû les voir sûrement contre Mont-de-Marsan, contre Agen. Et ouais, c'est vrai que c'est assez Oh. surprenant. Aussi, ouais, c'était la petite pique, il y en a une par Alors, émission, elle est là. j'ai évité de m'infliger une souffrance, ça fait vraiment mal quand mon Pourquoi Marsan supporter de SUA, Kenny? exactement. Ça doit être l'euphorie face à Aurillac. Ouais, on connaît la rivalité en plus qui est entre Mont-de-Marsan et Agen. Donc quand le voisin, là aussi c'est quand même assez proche. Quand vous en prenez 40 à Mont-de-Marsan, ça fait mal. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une métamorphose. Après, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais le Covid avait fait vraiment beaucoup de mal au début de saison de Mont-de-Marsan. Donc tu disais, oui, ils ont eu jusqu'à 4 matchs de retard sur les autres équipes. Donc c'était énorme aussi, mais oui, on voit que franchement, ça se dégoupille plutôt bien. Et puis bah, quand même, il y a un sacré centre de formation à Mont-de-Marsan. Voilà, ça sort pas mal de joueurs du cru. Voilà, pas mal. C'est vrai que avec un peu la disparition de Dax, Mont-de-Marsan amène un peu plus de monde, des jeunes qui n'arrivent pas trop à percer, que ce soit à Bordeaux-Bègles ou notamment au Pays Basque. Ben, là, on a un point intermédiaire avec Mont-de-Marsan. Donc voilà, mais après, bon, franchement, je me réjouis. Voilà, je connais très bien cette ville aussi personnellement, donc ça fait quand même très plaisir, ouais, de voir Mont-de-Marsan en haut du classement. Mais par contre, c'est vrai que ouais, le Bayern de Marsan de vendredi soir, ça va être très très beau. Oui, Aussi oui, dans et les. puis ça va être un match important du haut du classement en Pro D2. Et
Pour finir l'émission, maintenant vous en avez l'habitude, ceux qui nous regardent depuis, c'est la 5e édition du Récap Ovalie. On finit par le récap transfert en 2-3 minutes. On vous récapitule un petit peu tous les mouvements qu'il y a eu dans la semaine. Et Kenny, tu vas commencer, mais justement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Dorian en a parlé. C'est un joueur bordelais qui se rapproche du Racing. Ouais, selon Midi Olympique, le troisième ligne Bordeaux-Bègles, Alexandre Roumat, pourrait quitter la Gironde à la fin de la saison. Le contrat de l'ancien Biarro se termine en juin prochain et Alexandre Roumat pourrait bien prendre la direction du Racing. Roumat avec l'UBB, c'est 85 matchs joués depuis 2007 et 4 essais. Ce serait une perte quand même pour l'UBB, lui qui est le capitaine de la touche des Girondins. Justement, le Racing, qui pourrait recruter Roumat, mais qui apparemment va bel et bien perdre un joueur. Oui, c'est Maxime Machenaud qui va bien partir, qui devrait bien partir en tout cas, du Racing à la fin de la saison. Le demi de mêlée du Racing 92 pardon, va rejoindre les rangs de l'Aviron Bayonnais d'après le Midi Olympique. On en parlait déjà la semaine dernière. Le contrat porterait sur 2 saisons plus une en option. C'est un gros renfort forcément pour l'équipe qui évolue en Pro D2 qui va essayer évidemment de remonter en top 14. Machno, c'est plus de 300 matchs au plus haut niveau, donc forcément, c'est gage d'expérience pour Bayonne. Et à Clermont, on a une prolongation d'un cadre en deuxième ligne. Ouais, on en parlait là aussi la semaine dernière. L'officialisation était tombée le lendemain de l'émission. Le second ligne international, Sébastien Vahamaina, 30 ans, qui a prolongé de 3 saisons son contrat avec Clermont. Il évoluera avec le maillot des Jaunards au moins jusqu'en juin 2025. Vahamaina, que l'on retrouve parfois avec le brassard, symboliquement le brassard de capitaine de l'ASM, a disputé 144 matchs avec Clermont. Il était arrivé au club en 2014. On file à Pau maintenant. Oui, à Pau, prolongation en vue et imminente même pour Daubagna, le joueur qui est en concurrence au poste de demi de mêlée avec Clovis Lebaille. Le Palois Thibaut Daubagna devrait prolonger son bail dans le Béarn selon Midi Olympique toujours. Ce serait pas la première prolongation pour Pau puisque Corato, Tumaba ou encore Fizioy ont déjà prolongé au sein de la section paloise et une arrivée à Brive et aussi une prolongation. Ça bouge du côté de Brive cette semaine. Ouais, c'est le CA Brive va d'abord recruter le centre irlandais Sammy Arnold, 25 ans. Le joueur compte une cape avec le 15 irlandais, 67 matchs en Ligue Celt. Il évoluait au Connacht jusqu'à présent, après avoir déjà joué au Munster et à l'Ulster. Et il a fait à peu près toutes les provinces irlandaises. Et peu de temps avant, l'actuel 10e de top 14 avait officialisé la prolongation du pilier géorgien Luka Japaridze, qui est encore jeune, 23 ans. Japaridze qui a notamment connu sa première sélection avec les Hélos cet été contre l'Afrique du Sud. Japaridze est désormais lié avec le CAB jusqu'en 2025. On file à Lyon maintenant, Arnold, pour une saison Ouais, supplémentaire. tout à fait, c'est ça. T'as donné l'info. Du coup, Toby Arnold a prolongé à Lyon pour une saison. Il a 34 ans. L'arrière-ailier devrait être lié au club qu'il a rejoint en 2013 pour un an de plus, soit jusqu'en 2023. Forcément, c'est de l'expérience pour l'équipe de Pierre Mignoni. Tandis que on a appris suite à l'affaire de propos racistes de Ludovic Radosavljevic, on a appris la sanction que le club de Provence Rugby a donné au demi de mêlée. Ouais, exactement. Un suspendu 26 semaines par la commission de discipline pour des insultes racistes envers l'ailier de Nevers, Tristan Mbadiang. Le Radoslavljevic aurait été licencié par le club de Provence Rugby pour faute grave. C'est la Provence qui rapporte cela en précisant que Rado a été reçu au début du mois d'octobre par la direction du club. Il restait encore une année de contrat à l'ancien Clermontois, donc Radoslavljevic ne ferait plus déjà donc partie de l'effectif de Provence Rugby et il réfléchirait à une reconversion dans le rugby à 13. Mais en tout cas, Provence se met déjà à la recherche d'un remplaçant. Exactement, et pour le remplaçant, Provence Rugby aurait déjà trouvé sa cible. Il s'agirait de l'actuel joueur des Auckland Blues, le Maori Jonathan Rourou, petit frère de Michael Rourou, qu'on trouve à Bayonne notamment. Les discussions entre les deux parties seraient déjà en bonne voie et une officialisation pourrait arriver dans les prochaines semaines.
Voilà, et du coup, forcément, avec le licenciement du demi de mêlée français, anciennement joueur du Castres Olympique, et ben forcément, on cherche, et de Clermont évidemment, on cherche des solutions du côté de Provence et de Mauricio Ricciardo. Et à Vannes, encore un Argentin qui arrive. Ouais, après le recrutement d'un gros morceau argentin, hein, le troisième ligne Rodrigo Bruni au cours de la saison dernière, Vannes qui a recruté un autre international Pumas, Francisco Goricen, 27 ans, 3 sélections, lui aussi, troisième ligne. Le joueur sera en Bretagne jusqu'à la fin de la saison. Or, Goricen, il a évolué dans l'ancienne franchise des Jaguares qui disputait le Super Rugby. Et hormis ce passage aux Jaguares, il a fait toute sa carrière à Belgrano, l'un des clubs de Buenos Aires. Et Et enfin, bah, pour vas-y. finir, en Afrique du Sud, laisse-moi faire ma transition. Pardon, j'essaie de te couper la parole, ça arrive de temps en temps. Mornay va prolonger jusqu'en 2023 avec les Bulls, alors qu'il a annoncé sa retraite internationale il y a 2 semaines. Le demi d'ouverture est désormais ex-international Springboks. Mornay a prolongé son contrat avec les Bulls de Pretoria. Le joueur de 37 ans est désormais lié aux Bulls jusqu'en 2023. Hormis un passage au Stade français, Stein aura fait toute sa carrière avec le dernier vainqueur du Super Rugby sud-africain. Les joueurs de Pretoria disputent actuellement et pour la première fois le United Rugby Championship, que l'on connaît surtout sous le nom de League Celt. Voilà, ça c'était pour les infos, le petit récap transfert de la semaine. Voilà pour cette émission. On touche à sa fin. Dorian, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Vous parlez pas du départ de Thierry Paiva à La Rochelle aussi? Non, Non, on déjà, n'avait pas cette info. t'as des infos que l'on n'a pas, donc on t'en prie, franchement, si tu veux ajouter des infos transferts, notamment en ce qui concerne l'UBB, alors franchement, Ça discute en tout cas. avec plaisir. Merci de l'invitation les gars, c'était cool. Bah avec plaisir, et puis pourquoi pas une prochaine fois pour reparler de l'UBB, et plus précisément de rugby évidemment, pas que de l'UBB. Mais merci à toi en tout cas pour d'être venu participer à cette émission. Merci Kenny, encore une fois, mon bras droit pour cette émission, Avec qui est plaisir. surtout à la production de tout le contenu. Voilà, merci à toi, merci à tous d'être passés sur ce live en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau recap Ovalie. Merci à tous, bye bye. Ciao.